Bonjour à tous, place dans un instant à une audition organisée par la mission commune d'information sur le rôle et la stratégie de l'Europe dans la gouvernance mondiale d'Internet. C'est un domaine dans lequel l'Europe est pour l'instant très en retard face aux géants américains, même si l'Europe commence à se doter d'une organisation et prévoit pour 2020 un marché unique du numérique. Pourtant, le retard reste important et pour Catherine Morin-Desailly, rapporteure de cette mission commune d'information, il y a urgence à agir pour que l'Europe ne devienne pas simple consommateur d'un monde qui est en train de nous échapper. Tout de suite donc, retour à cette audition qui s'est tenue début mars au Sénat. Je crois qu'on va s'exprimer au nom des travaux qu'on a menés ensemble, notamment pour notre ouvrage L'âge de la multitude, et pas au nom de nos missions et responsabilités respectives. Peut-être un très court propos liminaire. Effectivement, c'est une grande question, et effectivement, c'est très intéressant de poser ces questions de gouvernance, de souveraineté, d'organisation, en y intégrant ab initio la question industrielle. On se disait en préparant, finalement il y a une dizaine d'années encore, la question de la gouvernance d'Internet était assez facile. Internet, c'était un réseau de quelques millions de machines qui communiquaient avec un protocole d'interconnexion. Et les questions de gouvernance étaient très proches des questions d'architecture. Donc qui gère la racine, le DNS, est-ce que les protocoles, est-ce qu'on a garanti la neutralité, qui gère le nommage. Et avec ces quelques questions, on pouvait penser une forme de régulation et de neutralité d'Internet. Aujourd'hui, et ça c'est très important, c'est devenu de se le rappeler, Internet n'est plus Internet, Internet est sorti d'Internet. C'est la trame de nos existences, c'est la trame de pans entiers de l'économie, c'est la plateforme de très nombreuses innovations sociales, économiques et autres. Et on peut plus se contenter de le penser comme une question d'infrastructure, notamment parce que c'est devenu un enjeu le théâtre d'affrontement de stratégies industrielles, et notamment parce qu'aujourd'hui les manières d'essayer de prendre le pouvoir sur Internet se sont diversifiées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des espèces de points hauts stratégiques qui permettent d'exercer une forme de domination et qui peuvent être du côté des infrastructures ou des couches profondes, mais on voit bien qu'ils peuvent être en surcouchant Internet et en sortant des pans entiers d'Internet. Aujourd'hui, ce qui se passe dans Facebook, c'est sous droit californien, ça n'est plus tout à fait Internet. Ce qui se passe dans un App Store, quel que soit le smartphone sur lequel on est, ça n'est plus tout à fait Internet. Il y a des pans du droit qui ne sont plus les mêmes. On peut prendre le pouvoir aussi par l'expérience utilisateur, par des monopoles de fait, parfois sur des choses très fines et très ténues. Et il s'agit de réorganiser de la neutralité, de la concurrence, de la possibilité d'innovation, du respect des libertés individuelles et des libertés publiques, dans un monde où les stratégies d'emprise ne se résument pas du tout à la gouvernance des couches profondes. Moi, je vais juste donner trois intuitions qui ne sont pas scientifiques, mais la première, c'est qu'il faudra peut-être un jour réussir à penser le statut de ce curieux espace public. C'est-à-dire ce numérique, ça n'est plus tout à fait, ça n'est pas seulement un réseau technologique, je l'ai dit, il s'interpénètre par l'Internet des objets, il s'interface aujourd'hui avec les corps, avec les villes, avec les maisons, avec les objets, nous baignons dedans. On a parfois l'impression que son statut est un peu impensé et certains, enfin pour le nommer Pierre Bélanger dans son ouvrage sur la souveraineté numérique, rappelle la construction du droit des océans il y a quelques siècles de cela et l'emprise britannique sur le droit des océans. Et on a l'impression parfois qu'il y a comme ça un milieu interstitiel pas très bien pensé. Deuxièmement, il me semble, enfin je me permets de le dire devant la représentation nationale, qu'on a tendance à ne pas assez le traiter comme un espace public. C'est-à-dire qu'il y a des libertés individuelles qu'on ne violerait jamais dans l'espace public physique, les coffres des voitures, la liberté de circulation, etc. Et parce que c'est le numérique, on a parfois tendance à les sous-estimer et à autoriser des régulations un peu plus drastiques, un peu plus liberticides, un peu plus rigides qu'on le ferait dans un... Donc ça serait intéressant de trouver un statut qui le préserverait en tant qu'espace public. Et puis enfin, si on file la métaphore des océans, et ça va nous introduire sur la question industrielle, et je vais laisser la parole à Nicolas. Mais quoi qu'on invente, je pense qu'il n'y aura pas de contrôle de ce milieu que je ne saurais qualifier si on n'a pas une appropriation réelle de ce milieu. C'est-à-dire si on n'a pas nos propres vaisseaux qui le traversent, qui l'occupent, qui savent s'en servir. Et donc si on n'a pas une forme de puissance industrielle sur ces milieux-là,
Comme là, en l'occurrence, c'est aussi l'industrie qui fabrique le milieu. De toute façon, on sera toujours en risque de perte de souveraineté, d'incapacité à défendre la protection de la vie privée, d'incapacité à empêcher la construction de monopoles de fait ou de distorsion de concurrence sur nos propres entreprises, etc., etc. Tous les problèmes qui sont en train de voir le jour en ce moment étaient connus et dénoncés par les acteurs économiques du secteur depuis 5 à 10 ans. Et ils ont eu beaucoup de mal à le prouver, à se faire entendre, à le traduire dans une problématisation juridique. Et donc si on n'est pas totalement engagé dans la construction de cette économie et de cette société, on en est passif. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire qu'on en est une colonie numérique, mais en tout cas on est aux marges de l'empire. Alors Nicolas voulait creuser 2 aspects particulièrement importants. Oui, je souhaitais reprendre à partir de la notion de puissance industrielle pour signaler la différence radicale qu'il y avait entre l'économie numérique contemporaine, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et puis l'économie numérique au moment où s'est passée la révolution numérique dans les années 90. Dans les années 90, on était dans un monde un peu bouillonnant qui était la compétition des startups contre d'autres startups. On avait des startups qui réussissaient très bien et puis qui sont devenus entre-temps des géants industriels. On en a d'autres qui sont devenus des géants puis qui ont à nouveau disparu. Un très grand nombre d'entre elles aux États-Unis ou en France, on n'en a jamais entendu parler parce que bien qu'elles aient rencontré des premiers utilisateurs, bien qu'elles aient levé beaucoup de capital, elles n'ont pas réussi à se développer à une très grande échelle et leur marque est restée inconnue du grand public. Mais on était dans une économie qui était dominée par cette figure, le créateur d'une start-up dans son garage qui, avec un peu de capital, part en quête d'un grand marché. D'une certaine manière, la France est un peu restée prisonnière de cette image, qui est presque une image d'Épinal. Récemment, un journaliste économique de télévision, qui est Stéphane Soumier, a consacré un éditorial à ce sujet-là. Il a dit « On en a marre des startups, ça fait 20 ans qu'on nous parle de startups, ça fait 20 ans que nos startups restent à l'état de startups, et aucune d'entre elles n'est devenue un géant industriel comme ont su le devenir aux États-Unis les Google, Amazon, Apple et Facebook. On a bien sûr des entreprises qui ont réussi à s'introduire en bourse ou à être rachetées par d'autres pour des montants parfois légèrement supérieurs à 1 milliard d'euros. Mais si on prend ce montant-là comme un indicateur, aux États-Unis, des statistiques montrent que de la Silicon Valley sont sortis depuis 1998 en moyenne une entreprise tous les 3 mois qui, à un moment ou un autre de son existence, a valu plus d'1 milliard de dollars. Donc nous, on en a peut-être une ou deux ou trois. Eux, ils en ont sorti une tous les 3 mois depuis 1998. Et ça provoque la différence radicale entre l'économie numérique d'aujourd'hui et celle d'hier. C'est qu'hier, il y avait des startups, tout était ouvert. Cette manière, c'était un immense champ d'opportunités où tout le monde avait sa chance. Aujourd'hui, il n'y a plus seulement des startups, il y a des startups. Mais qui vivent autour de grands piliers, enfin de grands géants, de géants industriels, qui sont des entreprises qui ont réussi à passer la barre. Souvent, grâce à la bulle spéculative des années 90, elles ont levé énormément de capital, elles se sont développées à très grande échelle et elles se sont installées dans des positions dominantes sur des marchés globaux. Et l'économie numérique d'aujourd'hui n'est donc plus seulement une question de start-up, elle est une question de géants industriels. Et comme telle, elle doit être prise très au sérieux par nos dirigeants politiques, par nos capitaines d'industrie. On n'est plus seulement face à des jeunes qui font des apps pour jouer dans un coin. On est face à des capitaines d'industrie qui raisonnent 5 ou 6 coups à l'avance sur le grand échiquier de l'économie mondiale. On est face à des géants industriels, mais dans un régime très particulier de l'histoire économique, c'est que ces géants industriels ne semblent jamais parvenir à maturité, c'est-à-dire qu'ils continuent en permanence de transformer leur modèle d'affaires, de s'étendre sur de nouveaux marchés, de réinventer leurs produits, de réviser leur tarification. Et donc dans cette économie qui reste une économie de l'innovation, on est en permanence à ce que les économistes appellent la frontière de l'innovation, c'est-à-dire ce point au-delà duquel il faut inventer par l'innovation les gains de productivité qui permettent à l'économie de continuer à se développer. Et ça nous embarrasse beaucoup, nous, Français, qui avons construit toute notre politique industrielle sur la logique du rattrapage. Tout notre développement économique des années 50 aux années 80 s'est construit sur l'imitation
la reproduction et le rattrapage de l'économie américaine. On a créé nos champions pour imiter les champions américains et progressivement nous hisser à leur niveau de performance et à leur niveau et à leur échelle d'opération. De façon assez classique, le grand classique très connu, c'est ils avaient Boeing, et ben nous on a créé Airbus et un jour Airbus a fini par dépasser Boeing en part de marché mondial. La question est, maintenant qu'il y a Airbus et Boeing qui se regardent en chien de faïence, qu'est-ce qu'on fait? Comment on continue de développer notre économie? Il ne nous suffit plus de rattraper les Américains. Pourquoi? Parce que d'abord, les Américains sont irrattrapables puisqu'ils innovent en permanence. C'est ça l'économie numérique. Ils sont en plus irrattrapables parce que leur position de marché, ils les prennent plus seulement sur leur marché domestique, ils les prennent sur des marchés mondiaux. C'est-à-dire que la tentation permanente de dire, puisqu'ils ont Google, il faut créer un Google français, est complètement vaine parce que Google ne fonctionne et n'est Google que parce qu'il est en position dominante sur un marché global et qu'il n'y a donc pas de place à la marge de Google pour des entreprises qui ressemblent à Google. Et ça, c'est vrai pour tous les géants industriels de l'économie numérique. Alors on pourrait se dire donc tout est perdu, toutes les places ont été prises par les Américains, l'histoire ne repasse pas les plats et nous devenons une colonie numérique ou une marche de l'Empire. En réalité, ce n'est pas vrai, parce que les Américains, d'une certaine manière, ont fait le plus facile jusqu'ici. Ils ont transformé les marchés qui étaient les plus faciles à transformer pour le numérique, parce que le cœur de métier des entreprises sur ces marchés-là était par nature profondément immatériel. En fait. Donc, qu'est-ce qui a été transformé? Les grands marchés qui ont été transformés, les grandes filières, c'est la publicité, c'est la vente à distance, c'est toutes les industries de contenu, donc la musique, l'audiovisuel, le cinéma, le livre est en train de se transformer devant nos yeux. Et d'une certaine manière, en transformant, en faisant émerger des géants qui ont pris des positions dominantes sur ces marchés-là, les Américains ont fait le plus facile. Ils ont fait quelques tours d'échauffement. Et ils ont pris des positions de façon assez précoce qui leur permettent d'acquérir une expertise, un savoir-faire dans ce que c'est que la transformation numérique d'une filière de l'économie nationale. Mais maintenant, et ça on le voit depuis quelques années, on rentre dans le dur, dans des filières qui sont plus difficiles à transformer parce qu'il ne suffit plus d'abandonner le CD et de créer le MP3. Il faut rentrer dans la complexité et la rigidité d'infrastructures lourdes, d'environnements réglementaires beaucoup plus complexes. On est dans la banque, on est dans l'assurance, on est dans l'automobile, on est dans les infrastructures de transport. On est dans la santé. Toutes ces filières-là intéressent beaucoup les géants du numérique, mais c'est plus difficile à transformer que l'industrie musicale ou que la publicité. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a encore beaucoup d'opportunités qui sont devant nous, c'est-à-dire beaucoup de filières qui restent à transformer et dans lesquelles la messe n'est pas dite. C'est-à-dire que rien ne dit que le marché mondial de la santé ou le marché mondial des transports sera dominé demain par une entreprise américaine. C'est sur ces marchés-là, dont la transformation numérique est encore à venir, qu'il reste des opportunités pour des entreprises françaises. Mais alors là, se pose la question, ou européenne, pardonnez mon chauvinisme. Mais c'est là que se pose la question des conditions de l'émergence des géants industriels qui demain domineront les filières numériques ou les marchés numériques dans ces filières pas encore transformées. Et ces questions d'écosystème sont très difficiles parce qu'elles ne recourent pas du tout au même levier de politique économique ou de politique industrielle que notre ancienne économie de rattrapage. Dans une économie de rattrapage, on regarde ce que font les pays les plus avancés. On reproduit en laboratoire des entreprises qui ressemblent aux entreprises avancées. On en fait des champions nationaux en les soutenant par des subventions publiques, par différents instruments de protectionnisme. Et on les amène jusqu'à la frontière de l'innovation. C'est ce qu'ont sont en train de faire aujourd'hui les Chinois, par du transfert de technologie notamment. Nous, on ne peut pas faire ça pour les raisons que j'ai expliquées. Et donc, il faut qu'on s'interroge sur comment faire émerger de notre économie nationale les futurs champions numériques dans des filières transformées. On a 3 grandes options. Première option, c'est les startups. Mais jusqu'ici, nous avons démontré notre incapacité à faire passer des entreprises de zéro jusqu'à l'infini, c'est-à-dire d'une toute petite entreprise créée dans un garage à un géant industriel. Ça n'est jamais arrivé en France et à ma connaissance en Europe. Et donc, il faut se poser des questions sur notre marché du capital risque, sur notre droit du travail, sur la segmentation du marché intérieur européen, sur un certain nombre de rigidités ou de barrières culturelles, sociologiques, qui expliquent que manifestement, ça ne marche pas.
La deuxième option, c'est les grandes entreprises. Est-ce que les grandes entreprises d'aujourd'hui, qui sont des entreprises matures dans des filières traditionnelles, est-ce qu'elles sont capables de devenir les champions numériques une fois que leur filière sera transformée? Est-ce qu'AXA est capable de devenir le leader mondial de l'assurance numérique? Est-ce que Vinci est capable de devenir un leader mondial du BTP numérique? Là aussi, la transformation des grandes organisations se heurte à beaucoup de rigidité. Ça arrive parfois. Les géants industriels du numérique américain nous montrent les plus grands exemples, les plus spectaculaires de transformation d'une grande organisation. C'est-à-dire Amazon a eu deux phases dans son histoire. Elle a été un géant du commerce en ligne. Elle est aujourd'hui un géant du cloud computing. Donc elle a déjà réussi une transformation radicale. Apple s'est transformé radicalement entre le Apple des années 80 et le Apple nouveau logiciel qui émerge avec l'iPod et iTunes et la distribution de musique. Il y a finalement assez peu de points communs. Donc cette transformation radicale, nos grandes entreprises sont-elles capables de le pratiquer? C'est un peu une énigme pour l'instant. Il y a peu d'exemples qui nous encouragent à le penser. La troisième option, j'ai dit start-up, grandes entreprises, la troisième option, ce sont nos PME. C'est-à-dire, est-ce que nos PME, fragiles, confrontées directement à la mise en danger qui est propre aux entreprises de taille petite ou moyenne, est-ce qu'elles-mêmes, plus dans une logique de capitalisme familial ou grâce à un marché actif et profond du retournement d'entreprises, sont capables de transformer leur modèle d'affaires à temps pour, plutôt que de s'affaiblir et de disparaître, renaître sous la forme de futurs champions qui vont commencer à croître de façon exponentielle. Vous voyez donc les sujets de politique industrielle qu'on soulève. Les startups, c'est un sujet de capital risque, donc un sujet essentiellement de financement de l'économie. Les grands groupes, c'est un sujet je dirais, peut-être même d'autorité politique, c'est-à-dire est-ce que les conversations qu'ont nos dirigeants politiques avec nos dirigeants de grandes entreprises sont centrées sur les questions d'innovation et de transformation radicale? Aujourd'hui, pas vraiment. Ces conversations peuvent naître et irriguer ou inspirer nos capitaines d'industrie. Et sur les PME, c'est plus des enjeux juridiques de droit des faillites, de relations entre les entreprises, leurs créanciers, leurs actionnaires. Si une entreprise va mal, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la laisse mourir ou est-ce qu'on l'aide à renaître avec un nouveau management, un nouvel actionnariat? Mais ce sont des instruments de politique industrielle qui aujourd'hui ne sont pas du tout identifiés comme tels, à telle enseigne qu'à Bercy, donc Bercy, le grand ensemble Bercy, aujourd'hui, la politique industrielle est d'un côté, le financement de l'économie est de l'autre. Ce sont deux ministères séparés qui certes travaillent très bien ensemble dans la solidarité gouvernementale qui s'impose, mais le simple fait de les avoir séparés en deux montre bien qu'on ne considère pas forcément le financement de l'économie comme un instrument de politique industrielle. Or, il est absolument crucial, ne serait-ce que pour faire émerger des startups qui deviennent un jour des enjeux des géants industriels. Je finirai sur un deuxième point très important qui est la question de la confiance et de la protection des données personnelles. On s'est beaucoup demandé, et on change d'avis sur le sujet à peu près d'année en année, qu'est-ce qui est le cœur de l'économie numérique? Qu'est-ce qui est le nerf de la guerre dans l'économie numérique ou le carburant qui fait se développer cette économie? À une époque, c'était les réseaux. Dans les années 90, les opérateurs de télécommunications ont cru être les champions du monde et les entreprises les plus importantes dans l'économie qui se transformait. Ensuite, on s'est dit c'est plutôt le logiciel, puis tout d'un coup, on a vu renaître de l'innovation matérielle avec les smartphones, etc. Ensuite, on s'est dit c'est le contenu, donc ça explique la stratégie d'une entreprise comme Vivendi, qui s'est centrée sur le contenu et sur la valeur qui s'attache au contenu. Plus récemment, et je pense que l'année 2013 a été très marquée par ça, on a commencé à s'intéresser aux données personnelles, à la collecte des données et à comment ces données servent à consolider de la puissance industrielle. Et ça, je dirais que ça attire notre attention sur un point très important et qui rejoint la thèse centrale de l'ouvrage que nous avons écrit, qui est l'âge de la multitude. Cette thèse, elle est très simple, c'est de dire que la puissance industrielle dans l'économie numérique se concentre non pas à l'intérieur des organisations, mais dans la multitude, c'est-à-dire nous tous, qui sommes des milliards d'individus équipés et connectés et actifs dans notre utilisation quotidienne d'applications numériques, nous concentrons plus de puissance, nous individus, que les organisations. Et les organisations, les entreprises qui prennent l'avantage dans cette économie sont celles qui parviennent à nouer avec nous, la multitude, une alliance et à nous enrôler dans leur chaîne de valeur. Je pense, moi, que le cœur de métier des grandes entreprises du numérique n'est pas la technologie. Et à ce titre, c'est trompeur de qualifier
ces entreprises technologiques ou le numérique de secteurs technologiques. Je pense que leur cœur de métier est le lien privilégié qu'elles savent nouer avec les utilisateurs de leurs applications. Et la collecte de données n'est qu'un instrument dans la consolidation de ce lien, c'est-à-dire si on collecte des données sur vous, on sait mieux qui vous êtes, et parce qu'on sait mieux qui vous êtes, on va mieux vous servir. Je pense que ce n'est pas du tout un hasard si cette économie est dominée par des entreprises américaines, parce qu'on sait que la culture américaine met très en avant cette notion de la qualité du service, de l'attention qu'on porte aux clients. On en a tous fait l'expérience quand on a déjeuné au restaurant aux États-Unis. On est assailli par des serveurs qui sont aux petits soins pour nous. C'est beaucoup moins le cas en France. On n'a pas cette culture-là. Et d'une certaine manière, ce qu'amènent en France ces géants industriels américains, c'est une qualité de service, une attention dans l'intimité des utilisateurs à laquelle nous, Français, sommes très mal habitués et nous en sommes d'une certaine manière reconnaissants. Ça nous change de notre quotidien avec les entreprises traditionnelles. Et c'est probablement pas un hasard si nous sommes le pays où les parts de marché sont les plus importantes pour les entreprises qui dominent l'économie numérique. La part de marché de Google, moteur de recherche, est l'une des plus importantes en France si on compare aux autres pays dans le monde. Apple a l'une des plus grosses parts de marché en France sur les smartphones et sur l'écosystème mobile. C'est parce que nous sommes très accueillants pour ces entreprises qui font enfin attention à nous et qui cherchent à nous, avec nous, un lien privilégié. Et par rapport à ce sujet de la collecte des données personnelles, qui est un sujet industriel crucial, on s'en méfie beaucoup parce qu'on raisonne en français, en quelque sorte. On pense que si on collecte des données sur les gens, c'est pour leur faire du mal ou pour leur pourrir la vie en leur imposant des publicités intrusives et désagréables. Les entreprises américaines collectent très peu de données pour ça et collectent des données pour rendre un service de meilleure qualité, plus personnalisé, être plus prévenant, plus attentif. Et on ne comprend pas l'économie numérique si on ne comprend pas ce lien très fort qui se noue entre les utilisateurs et les entreprises qui opèrent les applications utilisées au quotidien. Pour cette raison-là, je pense que l'un des leviers de notre politique industrielle, c'est une protection très importante des données personnelles. Pourquoi ça? Parce que dans un environnement juridique où les individus sont très protégés face aux entreprises, les seules entreprises qui peuvent réussir sont celles qui savent inspirer confiance à leurs clients, à leurs consommateurs, à leurs utilisateurs. C'est aujourd'hui le défi que n'arrivent pas à relever nos entreprises à nous, nos banques, nos opérateurs de télécom, nos assureurs, nos opérateurs de transport, inspirer confiance à leurs clients. Dans l'économie numérique, on ne réussit pas si on n'inspire pas confiance à ses utilisateurs. Le droit à la protection des données personnelles est une barrière à franchir. Il faut inspirer confiance pour pouvoir recueillir le consentement des utilisateurs pour utiliser leurs données pour mieux leur rendre service. Et on voit là à quel point on touche à des enjeux culturels ou sociologiques. C'est la façon de penser ce qu'est développer une entreprise, la façon de considérer les clients ou les utilisateurs par opposition aux actionnaires, aux partenaires, aux salariés. Il y a une sorte de priorité qu'on doit apprendre à donner aux liens privilégiés à nouer avec les utilisateurs pour avoir l'espoir qu'un jour, nos entreprises, elles aussi, deviennent des géants industriels de cette économie. Merci de ces deux premières interventions. Je vais laisser la parole à Catherine Morin-Desailly. Juste un point néanmoins pour la fin de votre exposé. Vous avez décrit des modèles à partir desquels peuvent s'envisager une évolution des industries, l'industrie française. Vous ne l'avez pas placé sur un plan européen, justement. À un moment donné, vous avez corrigé en disant « soyons pas trop chauvins ». Ce n'était pas l'enjeu naturellement, mais est-ce que cette approche, on peut l'avoir sur une base nationale? Est-ce qu'il faut l'avoir sur une base européenne? Est-ce que ça a même un sens de raisonner sur une base nationale européenne encore aujourd'hui? La réponse pour nous est évidemment positive, mais je serais curieux de savoir quel est votre sentiment. Je peux répondre très rapidement, sans d'ailleurs prétendre engager Henri, qui a peut-être un avis différent. Dans une économie où l'un des principaux enjeux est de faire émerger, de faire de toutes petites entreprises, de start-up, des géants industriels, il est important de réaliser à quel point on travaille à toute petite échelle, à quel point tout ça s'inscrit dans des écosystèmes très locaux, très ramassés, où tout compte. La recherche académique, le capital risque, la culture entrepreneuriale, le soutien des pouvoirs publics.
Tout ça est important, mais à toute petite échelle. La Silicon Valley, c'est une zone de 180 km sur 40 km. C'est tout petit, et pourtant c'est là aujourd'hui que se concentre toute la valeur créée par l'économie numérique, qui est en quelque sorte captée dans le monde entier par les applications et qui converge vers cette zone par différents canaux. Et ça explique, ça explique d'ailleurs toutes les tensions sociales. Il y a des tensions sociales chez eux parce que les riches deviennent de plus en plus riches et ça devient insupportable pour les autres. Il y a des tensions sociales chez nous parce que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres parce que la marge des entreprises est au plancher, parce que la valeur s'échappe via l'économie numérique vers ces centres de concentration, ces points de concentration de la puissance industrielle, et notamment la Silicon Valley. Mais ce que je veux dire en disant ça, c'est que on n'a pas besoin de raisonner à très grande échelle. On a besoin d'un marché de débouchés pour développer une application à grande échelle, mais les conditions d'émergence d'une entreprise qui réussit, on n'a pas besoin de raisonner à l'échelle d'un continent entier comme l'Europe. Ça se fait à une toute petite échelle, à l'échelle d'une ville comme Paris, à l'échelle d'autres villes en France peut-être, qui ont des cartes à jouer. Et je pense que tant qu'on attend de la coordination à très grande échelle, on reste l'arme au pied et qu'on ne commence pas ce travail indispensable qui consiste à créer des écosystèmes favorables à l'innovation. J'aimerais bien introduire un nouveau thème qui serait celui de la souveraineté, une souveraineté moderne. C'est un terme qu'on a un peu abandonné, je trouve, de ce côté-ci de l'Atlantique, parce qu'on l'a confondu avec des formes de protection un peu ringardes ou désuètes. Or, il y a aussi des formes de souveraineté transactionnelles, dynamiques, mobiles. Et on est face à un continent, enfin un pays, une fédération d'États qui a une grande politique de souveraineté. D'abord, il ne faut pas l'oublier non plus, le numérique américain, c'est beaucoup d'argent public, beaucoup d'interventions publiques, beaucoup de coopération militaro-privée de tous ordres, hein, le rôle de la DARPA, etc. Deuxièmement, ça rentre dans une stratégie cohérente de soft power, d'exportation à la fois de valeurs, de technologies, d'idées. Et je crois que nous, il faut qu'on apprenne de ce côté-ci de l'Atlantique à agir en peuple souverain. Et je vais répondre sur l'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'on a, nous aussi, des formes d'intervention publique qu'on doit pouvoir revendiquer. On doit avoir des libertés fondamentales, des points sur lesquels nous soyons intraitables. Et nous sommes quand même fondés à prétendre que sur notre territoire, les gens payent des impôts et respectent la vie privée et quelques autres choses. Si l'espace européen se pensait comme un espace de souveraineté, ça serait formidable, ça serait mieux. Mais s'il ne se pense pas comme un espace de souveraineté, je crois moi aussi qu'on peut commencer à l'échelle d'un pays. Et pour une raison simple, c'est que pour l'instant, dans les modèles économiques actuels, qui sont quand même globalement fondés sur la publicité, tout dématérialisé que l'on soit et tout réseau mondial que l'on soit, on a toujours une officine à Paris qui prélève la manne publicitaire. Donc il y a toujours un moyen d'action, d'intervention, quel que soit le caractère mondialisé de l'entreprise qu'on a en face de soi. Elle a un bureau parisien qui est là pour encaisser les recettes publicitaires. Donc on peut les prendre, on peut discuter. Et on est des marchés pas complètement marginaux non plus. Enfin, voilà, on est 1% de la population mondiale, un peu plus du PIB mondial. Si on a des revendications légitimes, on peut discuter, quoi. Donc je préférerais une souveraineté européenne, mais je n'en vois pas, donc il vaut mieux commencer en France. Et ça n'engage que moi. Oui, et encore que la définition peut-être de la souveraineté porte question, enfin prête à question à l'heure où il n'y a plus de frontières, en tant qu'État-nation en tout cas. J'avais une question par rapport à l'analyse que vous faites de la transformation de nos industries, en expliquant bien qu'on a commencé par l'industrie du contenu et qu'aujourd'hui, le plus complexe restait à faire et que ça ouvrait beaucoup d'opportunités. Vous semblez être un petit peu à contre-courant d'un Pierre Bélanger qu'on a auditionné et qui est beaucoup plus pessimiste, nous a-t-il semblé, dans son explication de la façon dont est en train de se structurer justement la nouvelle économie numérique avec des phénomènes d'hyperconcentration et d'absence désormais de neutralité de l'Internet. Il évoquait le cas notamment de l'automobile, par exemple, et d'autres exemples. Qu'est-ce que vous pouvez nous
nous dire de votre propre appréciation par rapport à cela? Qu'est-ce qui vous fait être encore optimiste sur l'ensemble des opportunités qui s'ouvrent devant nous dans un monde très monopolistique? Bon, d'abord, on a le droit d'être pessimiste et de croire que les choses continueront. Enfin, si vous regardez bien, d'abord, l'histoire du numérique, c'est l'histoire de batailles successives qu'on n'a pas forcément toutes perdues. C'est-à-dire, on a eu la bataille sur les microprocesseurs, l'Europe l'a perdue. La bataille sur les systèmes d'exploitation, on l'a perdue. La bataille sur les télécoms, on a résisté, enfin, sur les réseaux. La bataille du smartphone, on l'a reperdue. Bon. Donc, à chaque bataille, on a l'impression que l'histoire n'est pas forcément jouée inéluctablement. Alors Pierre Bélanger, lui, il est très fasciné par la convergence de tout ça dans ce qu'il appelle les réseaux-logiciels. Donc il voit une espèce de puissance d'attraction gravitationnelle qui pourrait avaler les industries naissantes. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure où on se parle, si vous regardez par exemple les objets communicants, ces objets pétris d'intelligence, connectés, en général pilotés par la tablette, ça, c'est pas du tout une spécialité américaine. Et vous l'avez peut-être vu au dernier Consumer Electronics Show à Las Vegas, quand Wired, la revue qui est notre Bible, a présenté les 8 produits les plus cool, les coolest stuff du Consumer Electronics Show, il y en avait 4 français. Donc là, et quand vous regardez bien, c'est mondial. C'est-à-dire il y a des PME, pour l'instant, de forte croissance. En France, beaucoup, en Australie, en Finlande, aux États-Unis, mais pas spécialement dans la Silicon Valley. Si vous regardez vers la médecine, dans ce qu'elle a le cœur artificiel, par exemple, de création française, c'est juste une prouesse mondiale extraordinaire. Vous pouvez l'analyser comme un objet intelligent. Hein. C'est quand même beaucoup d'électronique, d'intelligence embarquée, de petites interfaces. Si vous regardez les questions, alors là, IBM a des positions, mais de la ville du futur, de la ville intelligente, déjà on a un avantage, c'est qu'on a des villes. On a des villes avec des centres-villes, avec de la diversité sociale, avec de l'épaisseur historique. Les États-Unis n'ont pas beaucoup de ce que nous appelons des villes en Europe, concentrées avec un centre. Donc tous ces sujets-là, en tout cas, on peut déjà dire que ce qu'on a sous les yeux, c'est que les séquences d'innovation qui naissent ne sont pas californiennes. Après, il y en a peut-être qui peuvent considérer que la Californie attrapera ça comme elle a attrapé d'autres choses, comme elle a repris le téléphone. Et c'est un scénario possible, mais moi, je ne pense pas qu'il soit écrit. Alors moi, je serais peut-être un peu, pas pessimiste comme Pierre Bélanger, mais un peu plus pessimiste qu'Henri. Je pense qu'il ne faut surtout pas se rassurer en considérant les médailles que remportent les entreprises françaises au Consumer Electronics Show ou le cœur artificiel dont on a fait l'expérimentation pilote, mais pour l'instant sans déploiement industriel à grande échelle. C'est très dangereux dans un pays passionné par la technologie d'applaudir trop vite les prouesses technologiques parce qu'on pense que la technologie est une fin en soi et que ça y est, on a pris une position de marché. Il n'en est rien. Comme disait un ami à moi, c'est pas parce qu'on a vaut-il mieux inventer le cinéma ou avec les frères Lumière ou vaut-il mieux inventer Hollywood. Évidemment, il vaut mieux inventer Hollywood et le pays dans lequel a été inventé le cinéma n'a aucune importance dans la répartition de la puissance industrielle de l'industrie mondiale du cinéma. Donc la vraie difficulté, c'est de transformer ces prouesses technologiques en modèles d'affaires qui sont scalables, comme disent les Américains, c'est-à-dire qui peuvent grandir à une échelle globale et attraire de la valeur et la concentrer sur le territoire pour qu'on puisse à nouveau prélever des recettes fiscales, créer des emplois, redistribuer, développer l'économie nationale. Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout anodin que la semaine même où 4 entreprises françaises étaient à l'honneur dans Wired au Consumer Electronics Show de Las Vegas, Google a racheté Nest, qui fabrique un thermostat intelligent, pour un montant de 3,2 milliards de dollars. Donc il y a ceux qui ramènent les médailles et puis il y a ceux qui font les transactions qui leur permettent de prendre des positions industrielles majeures sur des secteurs très prometteurs. Et ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. J'utilise 2 chiffres pour l'illustrer. Donc Amazon, entre son introduction en bourse en 1997 et son premier exercice bénéficiaire en 2003, a brûlé, suivant l'expression dans le milieu, a brûlé 3 milliards de dollars. Ils ont pu accéder à ce capital sans faire de bénéfices grâce à la bulle spéculative qui faisait rage à l'époque. Mais on n'a pas forcément besoin d'une bulle spéculative. C'est Facebook, bien après l'éclatement de la bulle technologique des années 90, entre sa création et son introduction en bourse, a brûlé 1,5 milliard de dollars. C'est ça le prix que coûte
la transformation d'une toute petite entreprise en un géant industriel. 3 milliards de dollars dans les années 90, 1,5 milliard au milieu des années 2000. C'est à la fois c'est peu d'argent, c'est moins par exemple que le bénéfice annuel d'une entreprise comme Orange, dont une partie revient à l'État pour réduire le déficit budgétaire. Mais en même temps, c'est beaucoup plus que ce à quoi n'importe quelle entreprise sur notre marché qui se crée parvient à lever jusqu'à parvenir à une très grande échelle d'opération. C'est-à-dire nous n'avons pas les investisseurs patients, les marchés financiers profonds qui permettent de prendre ces positions industrielles. Et tant qu'on ne les aura pas, on produira les meilleures technologies, mais les modèles d'affaires et les scalables seront mis au point par les Américains qui prendront les positions et si nécessaire nous rachèterons les technologies au bon moment. Donc voilà. Et donc plus on avance et plus la puissance se concentre dans ces quelques entreprises américaines, c'est-à-dire plus les opportunités passent et plus elles passent vite. On voit que Google, sans jamais avoir été vraiment présent dans le secteur du bâtiment ou de l'énergie, il leur suffit d'acheter pour 3 milliards une entreprise qui fabrique un thermostat intelligent pour mettre un pied dans cette chaîne de valeur et probablement consolider une position en aval de la chaîne, puis progressivement la remonter pour évincer les acteurs traditionnels. Ils l'ont fait dans le BTP, ils s'intéressent beaucoup, on le sait, à l'automobile. Et quand ils rentrent sur un marché, souvent par une acquisition, Google ou les autres grandes entreprises du numérique, ils le font avec énormément de capital, énormément de savoir-faire logiciel, de développement, un capital de marque et un lien privilégié avec des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier. Donc ça, c'est ça qui est de plus en plus difficile à rattraper. C'est-à-dire que tant que l'une de nos entreprises en France ou en Europe n'émerge pas pour se mettre dans cette course-là, ceux qui y sont déjà creusent l'écart. Mais je ne vois aucune raison, moi, de penser que c'est une fatalité pour toutes les filières et pour toutes les décennies à venir. Il n'est pas certain non plus qu'on ait les... Juste parce que je ne voudrais pas oublier ma question, et je voulais rebondir sur ce que disait M. Collin. Est-ce que cette difficulté, vous pensez qu'elle vient du fait que nous avons du mal en Europe, en France, en Europe, à appréhender la révolution très profonde que constitue le numérique, en tout cas l'appréciation que c'est une force profondément transformatrice de toute l'économie? Je pense oui, parce que je pense qu'on ne comprend pas, la profondeur de la transformation qui doit nécessairement arriver pour qu'une entreprise existante ou nouvelle prenne une position de marché en faveur de notre économie. On peut en même temps applaudir les entrepreneurs et dire l'innovation c'est important et c'est la priorité des priorités, etc. Pendant ce temps-là, on continue néanmoins d'adopter des règles ou des lois ou des décrets qui sont entièrement conçus pour freiner le développement de nouveaux entrants sur des marchés où les intérêts des entreprises en place sont menacés. À un moment donné, alors aux États-Unis, il se passe la même chose, c'est-à-dire les entreprises en place vont toujours voir le régulateur ou les pouvoirs publics pour demander la protection réglementaire ou financière de leurs intérêts. Sauf qu'en face, ils ont des gens beaucoup plus riches, beaucoup plus agiles, qui financent massivement les campagnes électorales des dirigeants politiques, et donc l'innovation finit par triompher, je dirais par l'argent, mais d'une certaine manière. On en voit paradoxalement des effets vertueux, c'est-à-dire aujourd'hui les élections ne sont pas, les campagnes électorales ne sont pas financées seulement par les entreprises pétrolières et les champions du BTP et ceux qui défendent des intérêts rétrogrades, elles sont financées par des entreprises qui ont fait de l'innovation une valeur et un levier de développement. Et chez nous, ce rapport de force n'existe pas, c'est-à-dire les innovateurs sont éparpillés, inconnus, peu présents dans les palais nationaux. Et dès qu'ils commencent à faire mal, c'est-à-dire à remettre en cause des positions d'entreprise en place, on leur enfonce la tête sous l'eau. D'apparaître excessivement optimiste. Enfin, ce que j'ai dit, je persiste, c'est qu'on sent bien que chacune de ces batailles industrielles remet quand même un peu les compteurs à zéro, même si certains peuvent partir avec des positions hautes stratégiques, et que je ne pense pas que les issues soient fatales. Et comme je le dis, dans les années 90, on a failli réussir la bataille des télécoms, sauf que,
Deuxièmement, moi, ce qui me rend un peu optimiste, c'est notamment l'expérience que j'ai eue en président pendant 6 ans le pôle de compétitivité parisien des industries de contenu et de services numériques, Cap Digital. Honnêtement, mais même sur 6 ans, la vitesse à laquelle j'ai vu se transformer les jeunes générations, leurs attitudes, leurs aptitudes, leur rapport à l'entrepreneuriat, et pour une raison simple, c'est que Internet a aussi donné une pluralité de maîtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent entreprendre en France prennent des cours à Harvard, regardent des TED conférences. Il s'est passé aussi une mondialisation des mentalités qui fait que même si les élites françaises n'ont pas encore pris, enfin et d'ailleurs européennes, toute l'ampleur du virage numérique, ça change très très vite chez les jeunes générations. Et Nicolas Colin d'ailleurs, qui est inspecteur général des finances, ou presque, pas général, fait partie d'une nouvelle classe d'énarques comme on n'en avait pas il y a 5 ans. Donc il illustre lui-même mon optimisme. Ensuite, Vous voulez dire par là qu'il a renoncé au statut d'inspecteur des finances pour créer un incubateur? Il vient, il y retourne, enfin, Voilà. c'est compliqué. Mais il entreprend. Non, ça mérite d'être souligné, vous avez raison. Et il entreprend. C'est là que de nouveau, de la politique et de la souveraineté, au bon sens du terme, peuvent être des atouts. Enfin, un espace comme l'espace européen, mais s'il faut commencer par la France, est fondé, et les Américains sauraient l'entendre, à défendre son droit de la concurrence. J'ai toujours été très étonné du peu de recours que nous faisions au droit de la concurrence, à défendre sa vision de la liberté d'expression. Pour ceux qui connaissent les subtilités de la loi Bichet et de tout ce qui encadre le pluralisme de la presse, quand on sait que Google plus Facebook, ça fait plus de 60% du trafic sur la plupart des sites d'information, et d'indifférence générale, c'est très étonnant de voir à quel point et je pense qu'on pourrait dire, voilà, nous sommes sensibles et attentifs à garantir le pluralisme des opinions et la liberté d'expression. On a reçu M. Almunia dans le cadre de cette mission avec une autre commission. On n'a pas eu le sentiment que par rapport à Google, par exemple, il était déterminé à mener un combat poussé jusqu'à son terme sur la question de concurrence. Malheureusement, ça va... Je pense qu'il y a quelque chose, mais il faudrait revenir à des principes fondateurs, à des principes sur les libertés publiques, les libertés individuelles, le droit de la presse, le droit de la concurrence, et puis les faire valoir en tant que principe. Et ça n'est pas sans me rappeler dans les années 80-90, l'Allemagne, sur des sujets liés à l'environnement, s'était fait presque une spécialité de s'imposer des normes et puis de les exporter, d'abord dans l'Europe et parfois des normes sur le recyclage, des normes sur les dioxines, des normes sur... Et leurs industries étaient préparées parce qu'ils avaient d'abord construit une sorte de test en incubateur national. Ils s'appliquaient d'abord les normes à l'échelle de leur pays et puis ils les exportaient. Et je continue à penser que c'est une position que l'Europe pourrait envisager et qu'effectivement, l'attention à la protection des données personnelles, mais à quelques autres droits aussi, peut devenir un avantage si on sait le jouer comme tel, quoi. Oui, vous avez évoqué sans doute la nécessité d'un statut pour ce nouvel espace public que constitue le cyberespace. Selon quel principe précisément? C'est ce que vous venez d'évoquer? Je ne vous parle pas de choses sur lesquelles je serais ni légitime ni mandaté, mais à titre personnel, j'ai souvent été étonné du nombre de choses qu'on décidait sur Internet et qui seraient des mesures d'exception profondément liberticides si on les faisait dans le monde réel, quoi. Du nombre de surveillance qu'on autorise, du nombre de débranchages qu'on autorise, du nombre et ça m'a toujours étonné de voir que ce qui, pour les jeunes générations, est l'espace dans lequel ils se meuvent, et s'expriment, et rencontrent les autres, et construisent leur identité, était souvent pensé comme si c'était une espèce d'espace extrêmement technologique qu'on pouvait réguler beaucoup plus sévèrement. Et donc je trouve qu'il y a, je ne vous parle pas en droit là, mais dans les représentations inconscientes, dans les imaginaires qui encadrent la régulation du numérique, on ne se dit pas, finalement c'est un espace public. Et d'ailleurs ça marche dans les deux sens. Par exemple, on peut aussi être terrifié de rappeler que l'expression des propos racistes ou antisémites est un délit dans un espace public, et on n'ose pas le dire sur Twitter parce qu'on ne sait plus ce que c'est. Et pour moi, faute de mieux, c'est pas plus bête qu'autre chose de le penser comme un espace public, voilà, dans lequel il y a des expressions qui sont des délits, mais il y a aussi des protections qui sont garanties.
Je voulais interroger Monsieur Collin sur l'aspect fiscal que vous avez un peu évoqué tout à l'heure, suite aux travaux que vous avez menés. La question fiscale, elle est liée forcément à la question des entreprises qu'on a évoquées. Est-ce que la forme de fiscalité assise sur les données, notamment, est-ce que ça a évolué en matière d'applicabilité, voilà, de ce que vous avez préconisé? Est-ce qu'il y a eu des poursuites à vos travaux? Si je peux ajouter juste un élément à cette question, vous évoquez tout à l'heure la question de la captation de valeur, et vous évoquez notamment le travail de M. Bélanger. Lui s'inquiète très clairement dans son ouvrage, non seulement d'une captation, mais quasiment d'une quasi-disparition d'une valeur vraiment active et dynamique dans nos économies européennes au profit de ces systèmes. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce que la fiscalité est de nature à apporter une réponse? Je ne pense pas que la fiscalité à elle seule peut corriger les profonds déséquilibres qui sont en train de s'installer en matière de répartition mondiale de la valeur. Oui, c'est juste, mais le travail sur la fiscalité, pour moi, il a été très révélateur parce que quand on s'intéresse à la fiscalité des grandes entreprises, on se pose des questions élémentaires, très simples, qui est qu'est-ce qui crée la valeur, qu'est-ce qui crée la valeur ajoutée et qui contribue donc à générer les bénéfices d'une entreprise. Il y a toute une discipline pour déterminer ça, notamment tout ce qui est les prix de transfert, mais qui repose sur, pour l'essentiel sur une vision en partie périmée de ce que c'est que la création de valeur dans l'économie. C'est-à-dire on attache beaucoup de valeur à la propriété intellectuelle, aux actifs tangibles, bref, à tout ce qui se concentre dans les organisations. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est la thèse centrale de notre ouvrage, nous pensons que dans l'économie numérique révèle une valeur qui est de plus en plus à la lisière, voire à l'extérieur des organisations. Mais ça n'empêche pas les entreprises de faire levier de l'activité des individus et donc d'attraper cette valeur à l'extérieur pour la réinsérer dans leur chaîne de valeur et ainsi contribuer à générer des bénéfices. Donc il y a tout un raisonnement comme ça qui consiste à revisiter les facteurs de la création de valeur et à réaliser que dans le numérique, ces facteurs ne sont pas seulement dans les entreprises, donc là où elles ont leurs sièges sociaux ou leurs établissements stables, mais aussi là où sont les utilisateurs qui, sans être des clients qui payent, sont des agents actifs en fait, de la chaîne de production. Alors ça, c'est une vision très fidèle à ce que l'économie numérique pense d'elle-même. C'est ce que tous les grands blogueurs et les grands auteurs et les grands conférenciers et les grands entrepreneurs du numérique disent quand ils expliquent quelle est leur activité. Leur activité consiste à s'allier avec des utilisateurs pour ensemble co-créer de la valeur. Mais jusqu'ici, ça n'est pas du tout parvenu, ou à peine, jusqu'aux communautés des gens qui font la fiscalité, ceux qui font le droit, ceux qui le pratiquent. Le rapport que j'ai coécrit avec Pierre Collin, conseiller d'État, a permis quelques progrès de ce point de vue-là, c'est-à-dire de mettre devant les yeux des professionnels de la fiscalité une analyse de la chaîne de valeur adaptée à ce qu'est l'économie numérique aujourd'hui, à telle enseigne que l'analyse elle-même a été endossée par le gouvernement et portée devant les instances de l'OCDE dans le cadre d'un chantier de remise à plat de la fiscalité des grandes entreprises multinationales qui s'appelle BEPS, comme Base Erosion and Profit Shifting, c'est-à-dire érosion des bases fiscales et transfert de bénéfices. Pour l'instant, néanmoins, le chantier a des ambitions modestes. Il s'agit de partager un diagnostic à l'échelle des États membres de l'OCDE. C'est-à-dire le travail qui a été fait, je pense, de façon assez profonde et avec beaucoup d'implication des uns et des autres en France. Et en fait, notre diagnostic sur ce qu'est l'économie numérique et qu'est-ce que la fiscalité nous révèle sur la répartition de la valeur et comment la fiscalité doit s'adapter pour mieux épouser la création de valeur dans l'économie numérique. On l'a fait en France à travers le rapport que j'ai coécrit, puis les travaux du Conseil national du numérique, puis les débats qui ont eu lieu, y compris dans cette maison, notamment à l'instigation du président Marini. Il faut maintenant refaire le travail de diagnostic parce que rien ne peut se faire sans un diagnostic partagé. C'est fait au niveau européen à l'initiative du commissaire Semeta.
qui a formé un groupe d'experts pour ce faire, dont fait partie Pierre Collin. Et c'est fait au niveau de l'OCDE dans le cadre du chantier BEPS, mais sans autre mandat que celui de formuler un diagnostic sur comment crée-t-on la valeur dans l'économie numérique. Je vais faire une toute petite remarque. Même si finalement, dans l'âge de la multitude, on montre que le secret des géants du numérique, c'est souvent on peut le résumer autour du travail gratuit, que ce soit direct, indirect, conscient, inconscient, consenti, pas consenti. On aurait tort d'aller trop loin dans un raisonnement qui verrait dans ces entreprises des entreprises prédatrices uniquement et de vouloir réguler en disant ils nous volent de la valeur, ils nous volent des données et il faut les en empêcher. D'abord, il y a une contribution assez volontaire des internautes, des entreprises ou des particuliers. Et en général, ils peuvent se tromper, mais ils le font parce qu'ils estiment que dans une balance équilibrée, ils y gagnent aussi. Et c'est des entreprises qui vous donnent des choses en contrepartie du fait que vous leur donnez des données. Je sais pas, on pourrait donner beaucoup d'exemples. Nous, on a été assez fascinés par un petit calcul de comptable. Je ne sais pas à combien on est maintenant d'applications disponibles dans l'App Store d'Apple. On doit tutoyer le million d'applications. Donc si elles ont coûté 6 mois hommes de développement, par exemple, je ne sais pas du tout si c'est 6 mois ou 1 an. Ça veut dire qu'il y a 500 000 années ingénieurs là-dedans, qu'Apple n'a pas payé, et sur lesquels il prend 30% du chiffre d'affaires. Alors on pourrait se dire quelle prédation. Mais en même temps, il a donné à 500 000 ingénieurs la plateforme de leurs rêves pour faire des choses qu'ils n'auraient jamais osé imaginer faire, c'est-à-dire quelque chose qui calcule, qui géolocalise, qui communique, qui prend des photos, qui a un gyroscope, une boussole, etc., etc., et un accès au marché dont ils n'auraient jamais pu rêver. Et donc, comme certains sociologues le disent en ce moment, la question elle est peut-être de se dire ce sont des choses que les utilisateurs considèrent comme des équilibres fondés. On ne peut pas juste analyser ça en termes de prédation. Il faut peut-être se mêler, en revanche, pour aider les gens à faire des négociations collectives. Et c'est d'autant plus important que parfois, cette prédation de données, finalement, à titre individuel, on l'abandonne parce qu'à titre individuel, ça n'est pas grave. Le savoir vient de ce qu'on a les données de millions de gens. Savoir que je suis tel jour à telle heure dans tel restaurant n'a aucune importance et je le concède bien volontiers. Pouvoir analyser la déformation du comportement alimentaire des Français dans la longue durée a beaucoup d'importance. Mais c'est parce qu'on a tous donné nos données que ça a de l'importance. Et je pense qu'il va plutôt falloir aller vers réfléchir sur comment harmoniser des négociations collectives entre les peuples, la multitude, vous l'appelez comme vous voulez, et ces plateformes géantes, plutôt que de dire je dois freiner cette prédation et empêcher le transfert de données et casser cette économie naissante où quand même, et je termine avec ça, les gens contribuent parce qu'ils pensent y trouver leur compte et parce que d'une certaine manière, ils y trouvent leur compte. Par ailleurs, pour rebondir sur la fiscalité, peut-elle corriger le déséquilibre auquel on assiste en matière de répartition mondiale de la valeur? Je ne pense pas que la fiscalité seule suffise à ça. D'abord parce que la fiscalité soulève des questions microéconomiques bien connues d'incidence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on assoit un impôt sur un assujetti que c'est cet assujetti qui doit le sortir de sa poche. Très souvent, l'assujetti a la capacité de répercuter le montant de l'impôt sur un autre acteur de son écosystème. Et jusqu'ici, c'est toujours ça qui s'est passé. C'est-à-dire, par exemple, Amazon aux États-Unis est de plus en plus sujette à l'obligation de collecter des taxes sur les ventes, sur les ventes qu'elle réalise dans un certain nombre d'États américains. Ça a été analysé comme initialement comme une victoire industrielle pour les entreprises auxquelles Amazon fait concurrence, notamment les commerces traditionnels. En réalité, Amazon a retourné à son avantage ce qui peut être considéré comme un handicap en disant quitte à devoir payer, à collecter des taxes sur les ventes dans tous les États où j'ai une implantation physique, eh bien, je vais multiplier les implantations physiques sur tout le territoire américain pour raccourcir mes délais de livraison et évincer mes concurrents par une promesse très simple qui est vous êtes livré de plus en plus le jour même par Amazon, le jour même de la commande. Donc là, on voit bien que la fiscalité, en fait, très souvent, comme toute perturbation dans un système, renforce les forts et affaiblit les faibles. En tout cas, c'est très souvent ce qui se passe en matière de fiscalité des entreprises. Et donc, la fiscalité est plus un révélateur. Disons, ça devrait être un signal d'alarme de voir qu'on n'arrive plus à prélever des recettes fiscales sur les plus grandes entreprises mondiales, alors même qu'elles créent de la valeur sur notre territoire. Enfin, qu'aucune partie de leur processus de création de valeur est sur notre territoire.
Et donc ça, c'est une alerte qui doit nous inspirer l'idée selon laquelle ce serait important d'avoir aussi nos propres entreprises mondiales qui créent de la valeur partout dans le monde et qui la concentrent ici sur notre territoire, parce que toutes les entreprises du monde, de tous les secteurs et de tous les pays, optimisent leur fiscalité et minimisent leur exposition fiscale dans les pays où elles n'ont pas leur siège. L'optimisation fiscale dans le secteur bancaire nous convient très bien, parce que les banques américaines optimisent leur fiscalité et payent très peu d'impôts ici, mais nous avons nos banques françaises qui, payant très peu d'impôts à l'étranger, concentrent l'essentiel de leurs recettes fiscales ici en France. Le problème dans le numérique vient du fait que toutes les entreprises qui dominent le numérique sont dans un seul pays. Et c'est comme ça que se crée le déséquilibre et que nous devons être mis en alerte sur le fait que, en même temps que les recettes fiscales disparaissent, d'une certaine manière, le même phénomène est à l'œuvre pour les emplois, pour les salaires, pour le revenu national d'une manière générale. Et l'appauvrissement que nous ressentons tous et que ressentent tous les Français, et ça, je pense que ça se voit dans les études et dans toutes les interactions que vous pouvez avoir avec nos concitoyens, l'appauvrissement général, il est aussi une sensation fidèle à ce qui se passe macroéconomiquement, c'est-à-dire que à mesure que la transformation numérique de l'économie progresse, la valeur s'échappe là où sont les sièges des entreprises qui dominent cette économie. Et tant qu'aucune de ces entreprises n'est chez nous, nous ne pouvons pas compter sur cette valeur-là. Merci beaucoup. Enfin, je ne sais pas si Catherine avait d'autres questions. On arrive presque au terme, mais on peut éventuellement poser une ou deux autres. Question sur ce que vous évoquez, être le droit des plateformes, les suggestions que vous proposez de leur imposer, dans quel cadre cela pourrait-il se constituer? Il y a deux manières de répondre. D'abord, la puissance publique a très longtemps su imposer des suggestions aux entreprises qui devenaient trop puissantes et dont l'activité devenait essentielle à toute l'économie. Je suis assez frappé, moi, et j'ai d'ailleurs exprimé des choses pas plus tard que ce matin, dans une autre réunion, sur la similarité qui existe entre le fonctionnement de ces plateformes et les principes du service public. Alors ça peut vous sembler très éloigné, mais vous savez, les grands principes du service public sont au nombre de 3. Ils ont été théorisés par un grand professeur de droit qui s'appelle Louis Roland. Et ces grands principes sont la continuité, donc on connaît bien, la mutabilité, c'est-à-dire le fait que le service public peut changer. Personne n'a le droit à la permanence du service public, mais il peut changer d'un jour à l'autre si le contexte a changé, si la volonté du législateur n'est plus la même. Et puis le troisième principe, c'est l'égalité. Ces trois principes se retrouvent dans le fonctionnement de ces plateformes. C'est-à-dire que jusqu'ici, elles ont compris que leur succès industriel passait par la continuité. Il faut s'engager à la continuité du service. Aucun développeur ne va développer d'application sur l'iPhone si l'iPhone ne fonctionne pas un jour sur deux. La mutabilité, c'est-à-dire on change de temps en temps. Parfois, on met à jour le système d'exploitation et tout le monde doit s'adapter. Le million de développeurs qui ont développé des applications doit, le cas échéant, changer ses applications pour suivre l'évolution fonctionnelle du système. Il y a aussi l'égalité, c'est-à-dire le fait que n'importe qui peut ouvrir un compte chez Apple et développer une application. Il n'y a pas de négociation préalable de gré à gré où Apple va demander mais qui êtes-vous exactement, montrez-moi vos derniers bilans, est-ce qu'on est sûr que votre application a de la valeur ajoutée? Et ça, c'est un facteur très important de la puissance industrielle de ces plateformes, c'est qu'elles laissent tout le monde venir s'emparer de leurs ressources pour créer plus de valeur avec elles. Et ça, c'est un trait culturel qui est complètement absent de nos capitaines d'industrie à nous, qui ne savent pas innover avec d'autres en laissant les autres faire ce qu'ils veulent avec leurs ressources sans négociation préalable de gré à gré. Et pour cette raison-là, parce que ces plateformes ressemblent beaucoup aux services publics, finalement, elles prêtent très peu le flanc à des impératifs de régulation. Il y a peu de choses à réguler parce que tout fonctionne déjà pas mal, en fait. Juste introduire un thème qui est peut-être éloigné de vos préoccupations, mais qui me préoccupe moi, c'est que sans faire de science-fiction trop radicale, je pense qu'on est à quelques années de voir certaines de ces plateformes venir défier la puissance publique dans ses prérogatives de puissance publique. C'est-à-dire prétendre gérer l'identité forte des citoyens en proposant des Facebook Connect, ça existe en Angleterre, hein, pour se connecter à certains services publics, prélever l'impôt, donc tu as dit que ça commence sur certaines taxes, etc., etc. Et donc il faut peut-être aussi s'interroger en disant
quelles sont les choses que nous voulons maintenir à la puissance publique, c'est-à-dire dans quand même l'organe qui est chargé de défendre l'intérêt général, qui est mandaté par les citoyens et par les électeurs. Et je pense que ça va arriver plus vite qu'on ne le pense et que sans réflexion ad hoc là-dessus, il y aura des abandons de souveraineté inconscients et difficilement réversibles. Et avec un impératif, c'est que les citoyens et l'administré sont très peu tolérants à la différence de qualité de service entre l'expérience fluide, immédiate, rassurante et personnalisée qu'ils éprouvent tous les jours dans les applications numériques, et puis la rigidité et la lenteur et la lourdeur bureaucratique des guichets habituels auxquels ils se confrontent quand ils se tournent vers la puissance publique. L'une des raisons qui fait que la souveraineté se transfère progressivement vers ces plateformes, c'est qu'elles apprennent aussi à mieux rendre les services publics aux citoyens. Identifier un citoyen pour lui épargner d'avoir à fournir des photocopies justifiant son domicile, ça c'est un service extraordinaire que tout le monde apprécie parce qu'on a tous pesté en faisant la queue derrière un guichet administratif et d'avoir oublié de photocopier le bon formulaire. Ces entreprises-là évincent les entreprises trop bureaucratiques en imposant cette fluidité et cette personnalisation. Et c'est un défi pour la puissance publique qui doit se mettre à niveau et proposer aux citoyens une qualité de service égale si elle veut parvenir à préserver la souveraineté. Alors, on entend beaucoup, et beaucoup trop, je trouve, l'idée selon laquelle mais nous sommes l'État, nous sommes lourds, nous sommes lents, nous sommes pauvres, il est normal que nous soyons en retard. Je pense qu'il n'y a aucune raison que l'État soit en retard en termes de qualité de service et de performance sur ces entreprises. Je pense même que dans la tradition française du service public, on a longtemps été habitué à l'idée que l'État était plutôt en avance sur les entreprises parce qu'il y avait la volonté politique, parce qu'il y avait les ressources concentrées grâce à la centralisation. Aujourd'hui, il y a une sorte de sentiment d'abandon, on baisse les bras et on renonce à une qualité de service et à un lien privilégié avec l'administré ou le citoyen, qui est pourtant essentiel si on veut préserver ses prérogatives. Nous recevons, après Nicolas Colin et Henri Verdier, Madame Nathalie Chiche, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental, et qui, d'une certaine manière, nous a brûlé la politesse, puisqu'elle vient de publier un rapport, justement, sur la gouvernance d'Internet, pour une gouvernance ouverte et équitable. Donc, j'espère que tout n'est pas dit dans votre rapport, sinon nous n'aurons plus qu'à le recopier. C'est ce que nous allons essayer de vérifier en vous écoutant cet après-midi. Donc, je vous laisse tout de suite la parole, peut-être, pour nous faire part de vos réflexions et conclusions, puis on pourra échanger, comme il est d'usage, dans la foulée. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler dans l'actualité de protection des données, de neutralité du net, de cybercriminalité. Et il se trouve que la gouvernance d'Internet impacte tous ces sujets et que c'était intéressant de prendre d'envisager ce sujet d'un point de vue global et d'essayer de voir comment interagissaient justement les acteurs, les différents acteurs que j'ai identifiés donc dans cette étude, dans cet écosystème qui est Internet. Alors, écoutez, pour être assez exhaustif, parce que j'ai essayé quand même, voilà, je me suis dit, bon, j'ai regardé un petit peu la liste des auditionnés que vous avez eus, très prestigieux, dont Michel Serres, ça me paraît, je suis honorée de faire partie d'être auditionnée devant cette mission où Michel Serres a été auditionné. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais proposer de plus à cette étude? Alors, je vous réserve ça pour la deuxième partie de ma présentation. Pour justement essayer de faire avancer un petit peu les choses. Parce que vous savez, cette étude, je l'ai finie fin novembre. C'était juste après Montevideo, la déclaration de Montevideo. C'était, on ne sait pas encore, justement, il y a bientôt donc, le forum au Brésil. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, quelles sont les réflexions que je peux apporter de plus à cette mission pour justement essayer de vous passer le relais. Donc voilà. Alors écoutez, voilà ce que vous avez. Si vous avez lu mon étude, vous avez vu que j'ai identifié donc j'ai identifié le fait qu'Internet, comme l'ont dit Henri Verdier et Nicolas Colin, le monde de l'Internet, on sait qu'il ne fonctionne pas comme le monde physique. Et que ce Internet donc, est un réseau qui se déploie dans un espace international et qui est techniquement sans frontières.
J'entends parler de souveraineté, j'entends parler de gouvernance. On sait qu'Internet entre en tension permanente avec le système westphalien, qui est fondé, lui, sur la notion de souveraineté des États. Donc il faudra peut-être clarifier, peut-être que je ne l'ai pas fait dans mon étude, la différence entre souveraineté et gouvernance. Pour exemple, j'ai pensé que c'était intéressant, je ne l'ai pas mis dans mon étude, en 2002, 193 pays, sur 193 pays, seulement 4 voulaient avoir le droit d'exercer une censure sur le contenu d'Internet. 10 ans après, donc au moment de la conférence de Dubaï, 193 pays, sur les 193 pays, 40 demandent le droit d'exercer une censure sur le contenu d'Internet. Donc en fait, on se rend compte qu'en 10 ans, il y a une multiplication par 10 des pays qui veulent censurer Internet. Et cela, ça s'explique sûrement par l'extension des usages sur Internet et puis surtout la montée, à mon avis, en puissance des grands acteurs commerciaux dont on a parlé, les fameux grands acteurs américains qui sont très menaçants pour les États. Donc, en fait, dans notre étude, on a identifié 3 grands acteurs qui sont les acteurs économiques, qui sont donc les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs de contenu, qui se livrent une bataille, une lutte commerciale sans merci. Et donc, on sait que ces géants du net consolident leur position en croisant leurs données personnelles dont ils disposent sans que l'utilisateur n'en ait conscience. Bon, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur les GAFA, sur les législations fiscales, etc. Ce que je pourrais dire simplement, et pour illustrer un petit peu les propos de cette hégémonie de ces acteurs économiques qui ont pris un poids considérable, je reprendrai un petit peu la phrase prophétique de Eric Schmidt, qui est le patron de Google, et qui dit « Il ne nous laisse pas être un gouvernement ». Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce genre de prédiction. On peut constater aussi que les entreprises américaines sont très présentes à Bruxelles, donc, et elles font un lobbying très intensif par rapport aux entreprises qui sont beaucoup moins structurées que ces GAFA. Et en fait, ce qu'on peut aussi préciser, et que j'ai eu l'occasion donc de constater lors de mes auditions, c'est qu'il y a une divergence et un manque d'unité au sein de l'Union européenne qui rend très difficile l'avancement, comme la proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques, à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation des données, sans parler de la question de l'optimisation fiscale dont parlait Madame Morin-Desailly tout à l'heure à Nicolas Collin. À part les acteurs économiques, la deuxième catégorie, ce sont les États-nations. On constate que les États-nations, ils sont venus assez tard, ils ont compris un petit peu tard les enjeux d'Internet. Et on se rend compte que les notions traditionnelles de territoire et de frontières sont très peu opérantes dans un cyberespace qui s'affranchit des frontières géographiques. On sait qu'Internet n'a pas de frontières. Et on a remarqué, donc, Internet est donc en tension permanente avec les prérogatives des États. Et les choses se sont cristallisées beaucoup plus au moment de la conférence de Dubaï, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y avait 2 blocs qui se sont vraiment affrontés. D'un côté, les pays occidentaux, avec les États-Unis, avec l'Union européenne et la France, et les pays occidentaux qui, eux, se sont opposés à un contrôle accru d'Internet. Et de l'autre côté, les pays émergents et les pays en voie de développement, qui, eux, sont attachés à ce pouvoir souverain et qui souhaitent et qui sont donc très attachés au contrôle du fonctionnement d'Internet. Le cas le plus flagrant étant la Chine, qui, elle, a créé ses propres structures au sein d'un immense intranet. Donc on le voit, la Chine, la Russie, rejoints par les pays émergents, eux affirment la prééminence des États sur les autres acteurs. Et entre les deux, on a des pays qui sont indécis, qui n'ont pas vraiment de position sur donc le contrôle d'Internet. Et c'est assez dangereux parce qu'ils sont quand même d'un certain nombre et ils peuvent être une cible pour ces pays, justement, pour ces 2 blocs qui s'affrontent et pour justement les rallier à leur position. Donc, pour en revenir à notre sujet qui nous intéresse et qui est donc une mission donc, sur le nouveau rôle et la nouvelle stratégie pour l'Union européenne, je pense que pour l'Union européenne,
elle a toujours affiché sa volonté d'être un interlocuteur engagé dans les négociations internationales sur la gestion. La seule chose, c'est qu'on a remarqué lors du la dernière préparation, vous savez, du Conseil européen sur le numérique, Fleur Pellerin avait essayé de préparer un mini-sommet juste avant, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 6 ou 7 pays qui étaient venus pour cette préparation de ce mini-sommet. Sur les 27, maintenant 28, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Je peux citer l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Hongrie et la Belgique. Voilà. On peut compter sur ces 7 pays qui sont vraiment concernés par les enjeux, par le numérique. Et sinon, les autres, c'est un petit peu compliqué. Donc il faudrait peut-être s'interroger comment essayer de les intéresser. Et puis le troisième acteur, c'est la société civile. On l'a vu, elle a eu une importance considérable lors des révolutions arabes. C'est elle qui assure la gouvernance pratique, la gestion des nombreuses applications, les arbitrages entre les différents contributeurs. La reconnaissance, on pense, nous, dans notre étude, que la reconnaissance de la société civile n'est pas assez importante et qu'elle tarde à venir vis-à-vis des autres acteurs, qui sont les acteurs économiques et qui sont les États. On sait aussi que la société civile est très peu représentée à Bruxelles. Et moi, je vous propose, puisque je suis là pour vous proposer des choses, je vous propose peut-être de s'inspirer de l'exemple du Brésil qui, lui, associe la société civile. Par exemple, on l'a vu dans le projet du Marco Civil d'Internet. Donc voilà, je pense que c'est important, nous, pays des droits de l'homme, d'associer la société civile, peut-être à la prochaine loi que nous prépare Fleur Pellerin, droit et liberté numérique. Et j'en viens à la deuxième partie, qui est donc la gouvernance. Donc là, j'ai traité de la gouvernance sur Internet. Je vais m'intéresser maintenant à la gouvernance de l'Internet. On sait que les États-Unis ont une responsabilité historique dans le fonctionnement et dans le développement d'Internet. Et c'est vrai qu'ils sont très soucieux de conserver leur hégémonie. Et on sait que depuis 15 ans, c'est l'ICANN, qui est une association de droit privé américain et qui est sous contrat avec le département américain et qui décide de la politique d'attribution des noms de domaine via son DNS. J'ai écouté attentivement votre audition de Fadi Chadé, le président de l'ICANN, et il était très satisfait que l'ICANN ait bien rempli sa mission. Et c'est vrai qu'on peut reconnaître que la mission a été bien remplie. Je pense ne pas avoir été très complaisante avec l'ICANN dans mon étude et je pense que je ne suis pas la seule, que cette association est de plus en plus contestée, surtout par les pays émergents et les pays en voie de développement qui ne supportent pas d'avoir cette subordination vis-à-vis d'une association de droit privé américain, et on peut le comprendre. D'autre part, lors de mes auditions, je me suis aperçue que l'ICANN souffrait d'une gouvernance peu transparente, mal organisée et dont la légitimité est de plus en plus contestée, surtout depuis Dubaï, où on a vu qu'elle était vraiment que le bloc dont je parlais, le bloc occidental avec les États-Unis, voulait absolument justement confier la gestion de ses ressources critiques à l'IUT plutôt que de la laisser à l'ICANN. Donc ça a été une grosse opération de lobbying avec un nombre impressionnant de la délégation américaine pour justement appuyer et conforter cette position de l'ICANN. Je pense aussi que les révélations de l'affaire Prism ont remis en cause la suprématie des États-Unis et donc du même coup l'ICANN, et qu'il est envisagé de plus en plus de rechercher des solutions alternatives. Et je pense que, en écoutant l'audition, parce que je n'aurais pas pu vous tenir ces propos avant si je n'avais pas entendu Fadi Chadé, je vous remercie pour cette vidéo, parce que je n'ai pas eu le compte-rendu de l'édition. Je pense que Fadi Chadé a bien compris que la situation est très critique pour l'ICANN, et donc en homme très intelligent et surtout très fin politicien, il a fait plusieurs gestes politiques qui annoncent un changement de stratégie de l'ICANN. Donc, par sa volonté affichée de l'ICANN d'accentuer plus ou moins ses efforts de transparence, et il a parlé aussi d'internationalisation. Il s'est associé en octobre dernier à la déclaration commune de Montevideo, qui était quand même un geste politique fort, avec les 10 organisations qui gèrent les aspects techniques du fonctionnement d'Internet, IETF, W3C, Internet Architecture Board.
Il s'est rapproché de Dilma Rousseff, très remontée contre l'espionnage de la NSA, puisqu'elle l'a fait savoir à la tribune de l'ONU. Le Brésil est donc devenu pour lui un interlocuteur de choix, parce qu'il aimerait bien s'affranchir quand même de son encombrant tuteur, je crois. À ce sujet, donc, je l'ai dit tout à l'heure, le Brésil organise un forum sur la gouvernance. Et puis, c'est ce point que sur lequel j'aimerais justement approfondir, il va renforcer le rôle du GAC, qui est le Governmental Advisory Committee. C'est vrai que les États, et j'ai eu à l'occasion d'auditionner M. Blerel et David Martinon, les États n'ont qu'un rôle consultatif au sein du GAC. Le GAC fait partie, donc, un des comités vous connaissez peut-être l'organisation de la CAN, et c'est vrai qu'ils n'ont un rôle que consultatif et qu'ils n'ont toujours pas de droit de vote. Et je pense pouvoir le dire au sein de cette assemblée, mais David Martinon me confiait, je crois que vous l'avez reçu, me confiait que c'était assez humiliant quand même pour des hauts fonctionnaires d'avoir juste un rôle de consultation et ne pas avoir un rôle de décision. Donc je pense, d'ailleurs la Chine, on peut le souligner quand même, je parlais quand même qu'elle avait un intranet, mais elle a quand même, dès que l'ICANN, je ne crois pas que c'était à l'époque de Fadi Shadeh, mais dès que l'ICANN a donc renforcé et puis ouvert un petit peu plus le GAC, la Chine a adopté une démarche très pragmatique et elle a réintégré comme d'autres pays qui le composent. Ça a permis aussi, et c'est peut-être ceci explique cela, ça a permis aussi l'expansion du DNS avec les nouveaux GTLD en chinois, en cyrille, en arabe, etc. Fadi Shadeh, on sait qu'il veut donc internationaliser l'ICANN et l'émanciper définitivement du commerce, du département de commerce américain. Il a souligné qu'il avait l'accord de son conseil d'administration, mais je pense qu'il a besoin quand même, en dernier ressort aussi, de l'accord du département de commerce américain, ce qui n'a pas l'air d'être pour l'instant acquis. Est-ce que les États-Unis sont prêts à perdre la mainmise sur la gouvernance d'Internet? C'est une question à poser. Et ça, pour l'instant, je ne crois pas qu'il ait la réponse, et nous non plus. Je pense que l'ICANN souhaite donc, enfin, c'est pas que je pense, c'est que l'ICANN a précisé donc qu'il souhaitait passer du statut de société californienne à une société internationale, peut-être basée à Genève, un petit peu comme l'IUT qui est aussi située à Genève. La proposition que je fais pour votre étude, pour votre mission sur la gouvernance d'Internet, même si, comme je vous le répète, je ne suis pas quelqu'un qui est très complaisante vis-à-vis de l'ICANN, c'est que je pense qu'il faut justement sauter sur l'occasion et essayer d'accompagner intelligemment cette mutation, cette émancipation, ce mouvement d'émancipation de l'ICANN du gouvernement des États-Unis, parce que, qu'on le veuille ou non, l'ICANN assure quand même la stabilité d'Internet et qu'il est, même si j'ai mentionné des alternatives comme OpenRoute, je pense que pour l'instant, l'ICANN, il est difficile de remplacer l'ICANN comme ça au pied levé. Et à ce sujet, je pense qu'il faut encourager cette démarche et que l'Union européenne, pour le coup, a un vrai rôle à jouer dans cette émancipation. Il est vrai que l'Union européenne souhaite aussi de nouvelles règles, comme le Brésil, mais je crois que ça a été dit tout à l'heure, elle est handicapée par un manque de cohésion et de stratégie politique. En faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en 1998, d'ailleurs je le mentionne dans mon étude, l'Union européenne avait été un acteur important lors des discussions relatives à la mise en place de l'ICANN, mais elle n'avait pas fait valoir ses prérogatives. Et donc c'est dommage parce qu'elle aurait pu justement mettre en place un contrôle international à ce moment-là. Elle a même joué, je crois, un rôle significatif dans la création du comité des gouvernements placé auprès de l'ICANN. Et donc je pense que justement l'Union européenne doit s'organiser pour être efficace et pour accompagner ce mouvement d'émancipation de l'ICANN, sans être naïf, en étant très pragmatique. Je pense, et donc je l'affirme devant cette Assemblée, je pense que le GAC peut être un élément clé dans le dispositif de cette future ICANN qui se dessine,
Et je pense que l'Union européenne doit le faire évoluer. Voilà, donc l'objectif donc est de réformer ce comité pour prendre des décisions transparentes, claires, équitables, avec des règles connues de tous. Et donc là, je vais vous lire un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai essayé de lister un petit peu quelles seraient les prérogatives pour ce futur GAC. Et donc, je pense qu'il serait important que le rôle de ce comité donc, soit plus stratégique, plus opérationnel qu'il n'est actuellement. Je pense que les délégations doivent s'organiser de manière plus professionnelle, avec une application des capitales, la seniorité des représentants, envoyer plus de diplomates pour les aspects politiques. Je pense qu'il faut accroître sa diversité géographique. Je pense qu'il faut aussi former les délégations dont je parlais, qui étaient donc les pays indécis, et il faut les former pour justement qu'ils puissent se positionner et non pas uniquement leur donner de l'argent comme on fait actuellement. Je pense qu'il faut donner des moyens au secrétariat du GAC. Et voilà, l'Europe peut s'organiser en formant un bloc plus uni et plus étouffé qu'aujourd'hui, parce que la division la division ou alors l'absence de pays concernés par les enjeux du numérique empêche les Européens de peser dans ces discussions au sein du GAC. Et je pense que l'Europe doit faire force de proposition au sein du GAC et parler, si possible, en premier, parce que ce n'est pas souvent le cas. Et voilà. Quant à la France, je pense que si elle peut faire, elle doit être une force de proposition en Europe et à l'ICANN. Elle est je peux malheureusement déplorer que pour l'instant, même au plus haut niveau, il n'y a pas vraiment une prise de conscience de ces enjeux de la gouvernance d'Internet. Je pense qu'elle doit mobiliser la francophonie, que la francophonie, l'OIF pourrait former ses membres à la gouvernance d'Internet. Et enfin, je pense que la France peut accompagner l'ICANN dans cette volonté aussi de s'enraciner en Europe. J'ai entendu que Fadi Chadé avait dit qu'il ouvrait des bureaux à Singapour et à Istanbul. Pourquoi pas en France ? Il faudrait lui poser la question. Voilà. Madame, je vais passer tout de suite la parole à Catherine Morin-Desailly. Oui, merci de votre exposé. J'aurais une question un peu spécifique à vous poser. J'ai noté que dans le rapport, vous avez bien identifié un certain nombre de sujets que j'avais moi-même identifiés, au rang desquels on trouve les grands enjeux, la menace de la neutralité du net, la protection des données personnelles, la cybercriminalité, la cybersécurité, forcément. Vous évoquez, vous, la protection de la diversité linguistique et culturelle que vous venez juste d'évoquer à travers la défense de la francophonie. J'ai cru comprendre, ainsi que le défi environnemental que génère cette nouvelle économie. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précise et développer ce que vous entendez par là ? Alors, donc le défi environnemental ainsi que la protection de la diversité culturelle et linguistique. Ah bon, je crois que sur la diversité culturelle et linguistique, il est vrai qu'Internet, comme je l'ai dit, a été le précaré des États-Unis. Donc c'est vrai que la langue anglaise prédomine sur Internet et qu'il était important justement d'essayer de contrer un petit peu cette hégémonie de la langue anglaise. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé justement de la francophonie, parce que je pense que la France a une carte à jouer importante avec l'Organisation internationale de la francophonie, de façon à justement former les pays de la francophonie à la gouvernance d'Internet. C'est pour l'instant un sujet qui est vraiment très confidentiel. Concernant le défi environnemental, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai abordé et qui n'a pas été, que j'ai dû mettre, puisque nous sommes le Conseil économique, social et environnemental, mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment, pour le coup, ma spécialité. Donc ça me serait difficile de vous en parler plus en détail. Voilà. C'est vrai que ce que je peux vous dire simplement, c'est que l'utilisation des puces RFID est un problème important concernant justement
comment vous dire, l'environnement, et puis surtout, on se disait que le recyclage de tout ce qui était mobile, etc., nous posait problème, donc on s'est dit que c'était important de le préciser dans l'étude. Voilà. Dans votre étude, vous utilisez l'expression pluralisme ordonné, Oui. en évoquant une gouvernance, je reprends votre titre, ouverte et équitable. Préciser un petit peu. Il y a quelque chose qui vous gêne dans cette expression? Ah. Pluralisme. Écoutez, ce qui est curieux dans cette étude, c'est que lorsque j'ai commencé à m'y intéresser et maintenant, je n'ai plus du tout la même approche. C'est pas que je n'ai plus du tout la même approche, c'est que je me suis fait une opinion un petit peu plus, un peu moins consensuelle, disons. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il y avait des, comment vous dire, je me suis laissée un petit peu entraîner par mes auditions, par mes auditions, notamment celle de Bertrand de la Chapelle, de M. Blerel, de M. Martinon, des institutionnels qui m'ont fait passer des éléments de langage et qui maintenant ne me satisfont plus. Donc je ne sais pas si j'utiliserai à nouveau cette expression, tout simplement. Une expression qui émane des auditions que vous avez... Des éléments, oui, de langage que j'ai pu voilà, que j'ai pu voilà, avoir lors de mes auditions. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup de cette contribution, merci de votre rapport et puis d'avoir eu la gentillesse de venir le commenter ici et d'y ajouter des commentaires supplémentaires. C'est une bonne collaboration entre nos deux assemblées, donc merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. Peut-être voulez-vous ajouter quelque chose, je vois. Non, simplement le fait que je voulais peut-être vous parler du forum, si ça vous intéressait, savoir, parce que c'est vrai que j'avais eu l'idée de créer un forum sur la gouvernance d'Internet suite à cette étude. Comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu évolué dans ce sens-là. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, le forum sur la gouvernance d'Internet, qui a été donc proposé après le SMSI de 2002 et 2005, est un forum qui donc prône la gouvernance multi-acteurs, donc avec les acteurs publics, les acteurs privés et la société civile. Et c'est vrai que cette formule me paraît pas très efficace, dans le sens où c'est pour ça que je vous ai parlé du GAC aujourd'hui, parce que j'essayais de voir en quoi la gouvernance, comment on pouvait interagir, comment on pouvait essayer d'interagir sur cet écosystème d'Internet. Et je me rends compte que le forum sur la gouvernance d'Internet n'est pas le meilleur outil. Voilà. Donc je voulais aussi le préciser. J'avais pensé dans mon étude que c'était justement la troisième voie entre, d'un côté, l'autorégulation, de l'autre, le contrôle d'Internet, et que ces miracles, le forum pouvait être une solution. J'en suis revenue aussi. Voilà, je voulais aussi le préciser. Voilà pour cette audition qui s'est tenue début mars au Sénat et qui concernait donc la gouvernance mondiale d'Internet, plus précisément le rôle et la stratégie de l'Union européenne dans cette gouvernance mondiale. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19h pour 24h Sénat, présenté par Delphine Girard. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.